Et j'ai pas fait le bon geste. Et coucou YouTube, ça commence bien. J'espère que vous allez bien. En tout cas, bon bah c'est reparti après un mois sans bilan lecture. Il était temps que j'en fasse un. Et j'ai tellement lu en un mois, forcément, vu que je faisais pas de live, que ce bilan lecture va être divisé en deux. Ça va, c'est pas un doigt, ouais, c'est clair. Donc en fait j'ai fait par date. Donc j'ai fait premier bilan là, bon je l'ai pas indiqué, si je l'indiquerai je pense sur la vidéo YouTube. Ce sera mes lectures du 22 février, date du dernier bilan lecture, jusqu'au 9 mars. Et le deuxième bilan lecture concernera donc les lectures du 10 mars jusqu'à le dernier livre terminé, avant le prochain bilan lecture qui sera, je pense, dans une semaine. Voilà. Tout est dit. Sur ce, je vous propose d'attaquer. Donc, comme d'hab, je suis en live, évidemment. Hein, de toute façon, vous ne me verrez pas. Je pense pas qu'un jour, je referai des vidéos classiques avec montage et tout, parce que c'est trop chronophage et j'ai clairement pas le time. Donc voilà, pour l'instant, ce sera que des replays de live. Et du coup, je vais commencer. Donc, comme d'hab, hein, c'est les moins bonnes lectures, des moins bonnes jusqu'aux meilleures. Et on va commencer par un abandon. J'allais dire une fois n'est pas coutume, mais j'avoue que depuis le début de l'année, c'est quand même assez coutumier, hein, on va pas se mentir. Depuis que je m'autorise le droit d'abandonner, j'ai vraiment l'abandon de plus en plus facile. Ça a été un peu évolutif, on va dire. J'ai commencé à m'autoriser les abandons, mais bon, je me disais, allez, quand même, essaye un peu, avance un peu. Maintenant, dès que au départ je suis pas dans le livre et que le style me plaît pas, ou voilà, non, tant pis, on n'a pas le time pour tout lire. Et cet abandon, c'est un tome 3 en plus. Et oui. Puisqu'il s'agit de Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes, le tome 3. Et là, pour le coup, vraiment, dès le début, je me suis dit, ah, ça va pas le faire. Et pourtant, j'ai beaucoup aimé les deux premiers. Donc, Inheritance Games, vite fait, hein, c'est une jeune fille, c'est Avery. Là, j'ai pas de... je me rappelle du prénom. C'est Avery qui est une lycéenne plutôt banale, si ce n'est qu'elle a une appétence pour tout ce qui est énigmes, jeux d'échecs, ce genre de choses. Et un jour, elle va découvrir que un homme qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam lui a légué sa fortune. Voilà, ni plus ni moins. Et donc va s'en suivre en fait un genre d'enquête pour savoir pourquoi. Parce que j'allais dire le vieux, cette personne était un patriarche d'une famille et il a laissé derrière lui donc des énigmes. Et il a aussi laissé derrière lui des petits-enfants qui auraient dû hériter. Sauf qu'ils n'ont pas hérité. Voilà, c'est Avery qui est une inconnue. Donc forcément, ça va faire jaser. Et plus que jaser. Bref, tout ça pour dire que moi, j'avais bien aimé, voilà, les deux premiers. C'était plutôt sympa. J'avais quand même plus aimé le premier que le deuxième, honnêtement. Même s'il y avait des choses intéressantes dans le deuxième. Et là, le troisième... Franchement, je trouve que ça tourne en rond, en fait. Voilà, ça tourne en rond, c'est bon, il y a des énigmes, machin, mais au final, c'est toujours la même chose. Et puis, à force de vouloir créer des énigmes, de vouloir un peu relancer la machine, on va dire, l'autrice, je trouve que elle va chercher des trucs un peu improbables, elle s'enlise un peu, et franchement, là, dès le début, ça m'a saoulé. En plus, la romance, parce qu'il y a une romance, évidemment, me saoule. Enfin, c'est pas qu'elle me saoule, c'est que je la trouve inintéressante. Et voilà. Donc du coup, quand j'ai commencé, au bout d'un moment, je me suis dit, oh, ça me saoule, il se passe rien d'intéressant. C'est bon, on a compris. Et puis voilà, voilà. Ça s'enlise trop.
Ah ouais, mince, ça se lève. Mais les tomes 1 et 2 sont bien, hein. Le tome 1, j'avais vraiment beaucoup aimé. Ah mince, la pub, désolée. Mais voilà, bon. Ouais, c'est pas grave, hein, Pauline, hein, c'est un abandon, donc c'est pas une perte, j'ai envie de te dire. Mais voilà. Tant pis, c'est comme ça. Ensuite, allez, les livres que j'ai lus en entier, je commence avec une petite BD dont j'ai fait hier la critique sur Instagram après un mois aussi, c'est pareil. J'ai mis trop de temps. Alors que c'est juste, alors que j'avais pas énormément de choses à dire dessus, c'est juste une BD, mais bon, des fois des fois c'est la flemme en fait, hein, faut pas chercher à comprendre. Tokyo Mystery Café, le tome 1, La disparue d'Akiba, de l'atelier Sento, qui est un atelier français de bande dessinée, en fait, d'auteurs et d'autrices de bande dessinée. Et ils sont 3, je crois, je sais plus, je vous avoue que j'ai pas regardé récemment. Donc là, oui, ils nous ont fait un peu. Alors, c'est pas du tout les codes du manga, hein, je précise, on est vraiment dans une vraie bande dessinée, j'allais dire franco-belge, bon là c'est français, mais voilà, à la française. Mais ça se passe au Japon, donc voilà, il y a quand même. Et puis, certaines. Disons que certains événements dans l'histoire sont assez inspiration manga quand même, quoi, hein, voilà. Il y a un côté un peu. Non, j'allais citer un manga, mais ça pourrait spoiler, donc non, on va pas le citer. Mais voilà, en tout cas, ça m'a fait penser à un manga très très connu sur certains trucs. Bref, mais j'ai pas trop aimé. Alors, je pense que la bande dessinée en elle-même est assez qualitative. Les dessins sont très beaux. Euh, voilà, il y a une histoire. Enfin, je veux dire, c'est quali. Mais ça l'a pas fait avec moi. C'était clairement pas pour moi. Clairement, c'est pour les jeunes qui ont l'habitude des contenus ultra rapides, etc., qui ont l'habitude que tout aille vite. Et là, vraiment, tout allait trop vite, en fait. C'est hallucinant. Je veux dire, en 10 pages, on était déjà rentré dans le truc à fond et tout. Et je là, waouh, ça va trop vite, ça pète dans tous les sens. J'arrivais pas à suivre, j'étais là, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a des rebondissements en pagaille. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Voilà. La BD, elle fait 80. Je l'ai eu en SP sur NetGalley. Alors en plus, j'ai dû la lire sur mon téléphone, ce qui était pas vraiment agréable parce que je pouvais pas on peut pas la mettre sur liseuse. On pouvait pas la mettre sur liseuse. Bon, d'un côté, sur liseuse, j'aurais pas eu les couleurs. C'est vrai que ça aurait été dommage. Mais sur le téléphone, c'est quand même pas très agréable. Et, et ouais, putain, j'ai l'impression que je passais, mais ça. Enfin voilà, ça s'enchaînait trop vite. Et puis de la fin, j'étais là, ouais, bon, d'accord. Ouais, non, j'ai eu trop de mal. Franchement, je me suis vraiment forcée en plus à la terminer parce que ça partait trop dans tous les sens et c'était pas agréable à lire. Voilà. Oui, c'est vrai, j'aurais pu mettre sur ordi, mais bon, c'est pas spécialement agréable de lire sur ordi, donc je préférais lire sur mon téléphone quand même. Bon, après, ça s'est lu vite, hein. Bah, c'est l'avantage, hein. Donc, ouais, 85 pages, je crois, un truc comme ça. 88, je sais plus. Bref, mais c'est passé en 2 secondes parce que, en fait, à chaque page, il y a 3 cases et vraiment, c'est trop rapide. Trop rapide. Moi, j'ai l'habitude de prendre le temps de m'installer dans l'histoire, etc., de présenter les personnages. Là, on nous les présente même pas. Ils arrivent d'un coup comme ça. T'es là, ok, d'accord, donc toi, je dois accepter que t'es là, que tu existes. Mais ouais. Bon, voilà, écoutez, hein. Mais après, je pense que pour des pré-ados, voilà, je pense que c'est une BD bien sympa pour les pré-ados, quoi. Voilà, ouais, je dirais, entre 9 et 14 ans, quelque chose comme ça. J'ai même pas dit de quoi ça parlait. Mais parce que ça va tellement vite, en fait, oui, ils vont peut-être dire de quoi ça parle quand même. Donc c'est Naël, qui est un jeune homme français qui se retrouve, qui va à Tokyo, en fait, dans le but de devenir mangaka. Sauf qu'il a du mal à trouver un atelier de manga qui veuille bien de lui. Merci Gaël Haïg pour ton suivi. Et en fait, il se trouve que sa voisine, qui est un petit peu chelou, elle va être enlevée. Et du coup, bah, il va partir à sa recherche. Il va se retrouver, malgré lui, à devoir partir à sa recherche avec l'aide d'une collégienne et d'un mec.
c'est le patron d'un restaurant. C'est pas pareil. Voilà, vraiment, les personnages, ils arrivent comme ça, tu sais pas trop pourquoi. Et le patron du restaurant, là, il est en mode, il est un peu il est détective, ouais, pas officiel, je crois, je sais plus, il est détective privé, et du coup, ils vont enquêter, machin. Bon, bref, voilà, mais après, ça part en, ça part en cacahuète. Voilà. Ensuite, alors, bon, celui-là aussi, j'ai fait la critique aujourd'hui sur mon Instagram, Une maman parfaite, ouais, j'étais à la bourre, de Marie-Fleur Albecker. Que pareil, j'ai eu, voilà, sur Instagram, je ne chronique que mes services presse. Donc celui-là aussi, c'était un SP net galé. Qui m'enjaillait de ouf, je dois dire, hein, puisque le pitch, c'était une femme de, je crois qu'elle a 35 ans, quelque chose comme ça, qui est très féministe, très militante, tout ça, mais qui veut quand même avoir un enfant. Et du coup, en fait, le pitch semblait dire que, ben voilà, elle allait devoir concilier féminisme et besoin d'enfant, plus le fait qu'elle soit à un âge un peu avancé, l'horloge biologique, etc. Du coup, moi, ça me... Ben, vu que moi aussi, j'ai un désir d'enfant et que je suis à un âge très avancé, pour ça, en tout cas, ben, du coup, je me suis dit, ah ben, je vais m'identifier de ouf. Sauf que, pas du tout, du tout. Je me suis pas du tout... Non seulement je me suis pas du tout identifiée, j'ai trouvé l'héroïne assez insupportable. J'ai pas mis dans ma chronique parce que je voulais pas trop en rajouter non plus. D'ailleurs, c'est marrant parce que en vrai, dans ma chronique Insta, j'ai mis 2 sur 5, hein, la note. À la base, j'avais mis 3 sur 5. Parce que quand même, c'est quand même quali, bon voilà. Mais au fur et à mesure que j'écrivais ma chronique, je me rendais compte que j'avais presque rien de positif à dire. Et j'étais là, mais en fait, non, mais en fait, t'as pas aimé, et ça mérite pas 3 sur 5. Ça mérite pas plus que 2, quoi. Salut Stéphane, bah tiens, tu tombes bien, c'était toi qui me parlais de ce livre, mais du coup, j'ai pas aimé, bon. C'est pourtant, voilà, comme je disais, c'était vraiment fait pour moi, hein. Le pitch était absolument tout ce que je kiffe. Ça aurait dû me plaire, sauf que, en fait, ça ne m'a pas présenté ce que je voulais que ça me présente. C'est-à-dire qu'en fait, au final, bon, le féminisme, on n'en parle pas dans le livre. Mais alors, clairement pas. D'ailleurs, j'ai regardé un petit peu, je regarde toujours un peu des chroniques avant de faire la mienne, histoire de voir si j'oublie des détails ou quoi, machin. Et en fait, quand je regardais les chroniques, les gens, ils sont là, bah oui, le féminisme, parce que si, ça. Moi, j'étais là, bah non, en fait, c'est juste la vie normale, c'est pas du féminisme. Enfin, genre, les gens voyaient du féminisme dans le fait qu'elle parle d'allaitement, qu'elle parle de toutes les choses qui concernent la maternité, mais en fait, c'est juste... Ça concerne juste toutes les femmes au-delà... Enfin, ça n'a rien à voir avec le féminisme, en fait. C'est... Voilà, et du coup, moi, j'ai pas vu du tout de militantisme féministe dedans. J'ai juste lu le parcours d'une femme qui veut donc avoir un enfant. Son mec, il est pas trop chaud au départ. Alors, finalement, ils vont arriver plus ou moins à négocier, on va dire. Sa meilleure amie, Louise, donc l'héroïne, elle s'appelle Anne. Sa meilleure amie, c'est Louise. Elle a déjà eu un enfant, mais elle, je crois qu'elle est mère célibataire. Je crois qu'elle est séparée du père de son enfant. Et du coup, elle raconte aussi un peu sa propre expérience, parce qu'il y a Anne qui raconte principalement, mais il y a aussi d'autres personnages qui parlent, notamment aussi donc, le compagnon qui s'appelle Mathias. Et mais au final, voilà, elle va raconter son parcours. Donc, elle va faire une FIV, hein, une fécondation in vitro. Il va y avoir tous les problèmes qui viennent avec la grossesse, tous les problèmes qui viennent avec la naissance, etc. Donc, un parcours ultra classique. Si tant est que ce soit classique de faire une fille, mais vous voyez ce que je veux dire. Coucou Jodiane. Mais j'étais totalement la cible, hein, Stéphane, mais pas assez en fait. Enfin, je pense que j'ai eu des attentes. J'avais mis la barre trop haut en fait. J'ai eu des attentes trop élevées. Voilà. Et du coup, ouais, voilà. Et puis bon, le style ne m'a pas plu. Le style ne m'a pas plu. J'ai eu l'impression, ça faisait vraiment un peu genre, je sais pas, c'était un peu raconté, un peu façon chiclite en fait. Ça m'a vraiment fait penser à ça. Je l'ai pas dit pareil, je l'ai pas dit sur Insta. Je voulais pas trop paraître méprisante. Je me lâche un peu plus sur Twitch à chaque fois, hein. Je veux pas être trop méprisante sur Insta parce que
parce que bon, voilà, si jamais l'autrice, elle passe par là et tout, c'est quand même pas cool. Mais j'ai dit quand même que j'avais pas aimé le style, hein, vraiment. Si, j'ai dit quand même que ça me faisait plus penser à un blog, pardon, à un blog qu'à un roman. Mais ça fait très chick lit dans la façon d'être raconté, avec de l'humour, machin, mais qui fait pas mouche. Moi, j'ai pas trop accroché à ce type d'humour. Et vraiment, voilà, la nana qui est tout le temps débordée, tout ça, ça va un peu vite, un peu à la Bridget Jones, vous voyez, tout le temps, avec son copain et son ami qui interviennent de temps en temps. Alors en plus, on change on change de point de vue narratif sans transition. Et du coup, j'étais là, attends, mais qui parle là où c'est trop bizarre. Et du coup, j'étais trop perdue à chaque fois. Attends, mais c'est pas possible, elle me parle de ça, mais c'est pas elle. Franchement, à un moment, je me disais, attends, mais son compagnon, il s'appelle Mathias, il s'appelle pas, je sais plus, c'était le nom du compagnon de Louise, mais parce que après, mais merde, mais en fait, c'est Louise qui parle, putain, je comprends plus rien. J'étais trop perdue, y a pas de transition. C'était, voilà. Mais oui, complètement, Stéphane, complètement. Hein. Et je pense que là, pour le coup, ce traitement-là ne m'a pas plu, vraiment, parce que moi, j'attendais un livre, en fait, qui parle de dissonance cognitive entre le fait d'être militante féministe et le fait de vouloir un enfant, ce qui est pas forcément conciliable. Enfin, si, c'est tout à fait conciliable, mais vous voyez ce que je veux dire. Quand on est féministe, on fait plus des injonctions à ne pas avoir d'enfants que l'inverse, en fait. Hein, c'est pas... Voilà. Et du coup, bah oui, je m'attendais à ce que ça parle de ça. Je m'attendais à ce que vraiment, ça évoque ça, et pas du tout. Du coup, j'étais tellement déçue. Et en fait, en plus, ça m'a trigger parce que, bon, bah moi, j'aimerais bien avoir un enfant. Et du coup, voir ça, bah, en vrai, ça m'a trigger. En vrai, ça m'a trigger, ça me saoulait. Je pense qu'il y a ça aussi, le côté perso qui a joué pas mal sur le truc, ça m'a énervé. J'étais là, mais en fait, elle a aucune difficulté, cette femme. Dans ma tête, c'était ça, quoi. J'étais là, mais putain, mais estime-toi contente. Moi, c'est pas la même. Du coup, elle m'insupportait. Elle m'insupportait parce que tout était trop facile, en fait. Ah, voilà, les problématiques, franchement, les problématiques du livre, c'était pas des... Enfin, pour moi, c'était pas des vraies problématiques. C'était jamais des trucs graves. C'est des trucs que toutes les femmes rencontrent à un moment... Enfin, toutes les femmes qui ont des enfants, précisons-le quand même, rencontrent à un moment ou à un autre, quoi. Bref, voilà. Du coup, je passe à la suite. Alors, bon, celui-là, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que en vrai, j'ai pas énormément de choses à dire. Là, on entre dans mes bonnes lectures. Hein. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de l'âme de gauche. J'ai failli la zapper, j'ai failli zapper cette lecture de la chronique, la chronique de cette lecture, hein, je précise. Mais je me dis, ouais, mais c'est Mars au féminin et tout, mais je pense pas le mettre dans mon top des essais parce que même si c'est vrai que quelque part il y a un côté essai, mais on est plus dans... Comment on peut appeler ça? En fait, Olympe de Gouges, à l'époque donc de la Révolution française où a été créée donc la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, a voulu écrire, enfin a considéré que les femmes étaient totalement exclues, ce qui était loin d'être faux, et a voulu écrire donc sa propre déclaration donc des droits de la femme et de la citoyenne, donc en miroir en fait à la Déclaration des droits de l'homme. Et voilà, en gros, du coup, c'est très court. Hein, voilà, c'est très court. Alors, dans le livre, il y a aussi le contexte, etc. Tout est un peu expliqué. C'est très intéressant. Voilà, évidemment, elle réclamait le droit de vote. Quand on sait que le droit de vote est arrivé qu'en 1945 en France et que là, on était en 1791. Ah, la pauvre Olympe de Gouges, elle a dû se retourner beaucoup de fois dans sa tombe. T'étais loin du compte, ma vieille, hein. D'ailleurs, elle a été décapitée, hein. Bon, bah voilà, hein, ça c'est fait. Merci. Bah putain, Badass Pink Unicorn, dont j'ai oublié le prénom aussi, pardon. Coucou, j'espère que tu vas bien, ça fait un moment. Ça fait un moment que je t'ai pas vu. J'espère que tu vas bien. En tout cas, et pardon, ouais, je suis pas venue depuis longtemps, j'ai oublié tous les prénoms. Même Stéphane, je sais plus comment il s'appelle.
Voilà, donc je suis perdue. Excuse-moi, merci en tout cas pour ton abonnement. Et en plus, je vois que c'était ton deuxième mois consécutif, ce qui veut dire que, que tu t'étais abonné au moment où j'ai plus de... Donc t'as perdu un mois en fait, je m'en excuse sincèrement. Du coup, je suis désolée. Karine, merci, c'est Karine. Il faut que je m'en souvienne en plus, bah voilà, c'est encore, j'allais dire encore une Karine de plus. Il y a trop de Karine. Je rigole. Je rigole, j'aime les Karines. Bah oui, moi aussi, ça fait trop plaisir de vous retrouver, évidemment. Évidemment. Oui, là, il y a une petite différence, effectivement. C'est Karine avec un C, c'est comme Steph avec un F. Voilà, il y en a qui aiment bien se démarquer comme ça, qui aiment se la raconter. En mode, ouais, mais moi, c'est avec un C, tu vois. C'est pas pareil. Mais oui, ok, ouais, faut pas que j'oublie. Faut pas que j'oublie. Surtout il y a une autre Karine, elle est pas là, mais qui a un peu de retour là sur les lives de Seb, c'est Jinka. C'est aussi Karine. Beaucoup de Karine. Bref, donc voilà pour la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. C'était très intéressant. Voilà, c'était très intéressant parce que ça remet dans un contexte historique. Mais voilà, c'est vrai que c'est très court et que j'ai pas, je ne veux pas épiloguer pendant 107 ans dessus, mais lisez-le. Je pense que c'est quand même quelque chose que tout le monde devrait avoir lu, ou en tout cas toute bonne féministe qui se respecte, et je comprends pas pourquoi je l'avais pas lu plus tôt. Parce que oui, ça montre une partie aussi de l'histoire. Oui, donc voilà, effectivement, elle montre, ça montre beaucoup le fait que les femmes, la Révolution française, on nous parle beaucoup de la lutte des classes, etc. Voilà. Donc, la décapitation des nobles, tout ça. Sauf que les femmes, elles n'avaient pas voix au chapitre. Donc, c'est le peuple, c'est la défense du peuple. Mais au final, il faut pas oublier que c'était des bourgeois, hein, surtout qui faisaient les lois, qui ont fait la déclaration des droits de l'homme, etc. C'était des bourgeois quand même, hein, même s'ils étaient, c'était pas la noblesse. Et que les femmes, ils en avaient strictement rien à carrer. Voilà. D'où le fait que Olympe de Gouges, elle est mise au grain de sel et qu'elle se soit fait décapiter. Voilà, bon. Ça c'est fait. On peut l'écouter aussi. Ah oui, oui, exact. Effectivement, il y a une version audio. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Moi, je l'avais lu pendant la nuit. Bah, c'était ma sélection de la nuit du hasard avec triche. Avec triche, évidemment, puisque j'étais tombée sur un auteur. Comme je voulais lire que des femmes, je me suis dit, bon, bah, quitte à remplacer, je vais mettre celui-là. Voilà. Marceau féminin. Bref, ensuite, j'avance pas vite, hein. Alors, un petit manga, limite, le tome 1 de Keiko Suenobu, que j'étais très hypée pour lire parce que Keiko Suenobu, j'avais adoré un autre manga d'elle qui s'appelle Life sur le harcèlement scolaire. Et là, donc visiblement, c'est une thématique qui lui plaît beaucoup puisque on va encore parler de harcèlement. Sauf que là, on va être plutôt du côté des harceleuses. C'est ça qui est intéressant, du moins d'une harceleuse en l'occurrence. Dont j'ai oublié le prénom et bon, j'ai pas fait d'anti-sèche là pour le coup. Mais en fait, donc voilà, ce qui se passe, c'est que on est dans une classe de lycée classique avec les filles populaires, les filles moins populaires, les filles populaires qui harcèlent les filles moins populaires. Et parmi les populaires, on a notre héroïne. Alors c'est un peu une suiveuse en fait, c'est un peu genre la copine, l'une des copines, vous voyez, l'une des copines de la fille super populaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est intéressant parce que mine de rien, c'est voilà, c'est un personnage qui normalement devrait être secondaire et détestable, encore plus détestable que la fille populaire finalement parce que c'est un peu la suiveuse, c'est un peu celle qui fait les choses parce qu'on lui dit de les faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, c'est très intéressant d'avoir mis ce genre de personnage en héroïne. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'un jour, elles vont faire un voyage scolaire, mais le bus va avoir un accident. Et une partie des élèves, et le chauffeur également, puisque c'est lui qui a perdu connaissance, va mourir, pardon. Et on va avoir quelques survivantes.
oui, c'est une classe de filles, hein, je crois bien. Hein. Il me semble, parce que je suis en train de me réfléchir, il n'y a aucun personnage masculin dans cette histoire. Et en fait, il va y avoir quelques survivantes, mais très peu. Et le truc, c'est qu'en fait, le bus est tombé dans un ravin. Et il a atterri sur une plateforme, et en fait, elles n'ont aucun moyen de partir, quoi. Elles ont que le choix d'attendre les secours, si secours il y a, quoi. Et du coup, et en fait, on va être un peu dans Sa Majesté des Mouches, version, sauf qu'elles sont beaucoup moins nombreuses, version lycéenne. Et ça va être l'occasion pour les nanas harcelées de se venger des nanas harceleuses, quoi. En gros, voilà. C'était pas mal du tout. J'étais un peu déçue quand même, parce que je m'attendais peut-être à quelque chose d'un peu plus profond. Je trouvais que c'était... Mais bon, après, c'est que le premier tome, donc on verra par la suite. Mais c'était ça. En tout cas, l'idée est originale. Voilà pour celui-ci. Alors, ouais, celui-là, purée. C'est marrant parce que je l'ai mis assez bas dans le classement. Parce que, objectivement, toutes les lectures qui sont au-dessus, ben, c'était des meilleures lectures, voilà, objectivement parlant. Mais je pense que c'est une lecture qui va me rester longtemps. Et qu'à terme, c'est tout à fait le genre de lecture où je vais me dire, ouais, mais finalement, vous voyez, dans ma bibliothèque Booknode, quand je m'amuse à... Ça, c'est en liste d'argent, ça va passer en liste d'or et inversement. Voilà, parce qu'avec le temps, je me rends compte qu'il y a des lectures qui, sur le moment, je me dis, ouais, mais quand même, il y a plein de défauts. Mais des mois après, je m'en souviens tellement, ça m'a tellement marqué, il y a tellement de choses, enfin, il y a vraiment que le positif qui me reste, que du coup, ben, je change d'avis sur la question, si vous voyez ce que je veux dire, voilà. Et là, ben, je pense que ça va être le cas de Lapin de Mona Awad. Pourquoi je l'ai lu celui-là? Je sais plus. Il y avait, ben, je crois que c'était il y a pas très longtemps, Karine, alors encore une autre Karine, mais Karine Mon Coin Lecture en avait parlé, enfin pas de celui-là, avait parlé de l'autrice, d'un autre de l'autrice chez Sèvres, je sais plus le titre, et ça m'a rappelé que j'avais celui-là dans mes e-books. Mais par contre, pourquoi j'avais celui-là dans mes e-books, j'en ai pas la moindre fucking idée. Toujours est-il que c'est un roman québécois qui n'a pas été édité en France, je précise. Donc c'est pour ça qu'on ne peut le trouver qu'en e-book, en tout cas en France. Et du coup, bah, j'allais dire c'est en québécois, comme si c'était une langue étrangère. Non, c'est parfaitement lisible, hein, je vous rassure. Mais voilà, du coup, vous avez toutes les expressions québécoises, etc. Moi j'adore, hein, personnellement. Et voilà, donc je sais pas pourquoi j'avais ça, mais je sais pas, du coup en février, vous vous souvenez, dans Des Gommes Tapal, il y avait le truc de lire un livre avec un signe chinois dans le titre, sur la couverture. Bon là il y a les deux, le lapin, du coup. Et comme je sais plus, j'avais un trou, enfin j'avais du temps, j'avais un peu lu toute ma palle, sauf un que j'avais pas envie de lire, du coup j'ai sorti celui-là. Et donc, de quoi ça parle, Lapin? Ben, figurez-vous que je savais même pas de quoi ça parlait quand j'ai commencé à le lire. Mais genre, pas du tout, je savais même pas dans quel genre on allait. Dans ma tête, j'allais dans un truc contemporain. Je sais pas, je m'étais imaginé une histoire, voilà, un roman contemporain avec une histoire peut-être un peu féministe, mais peut-être un peu autobiographique. Je sais pas, voilà, c'est vraiment des clichés comme ça, mais alors pas du tout, du tout. Enfin, c'est pas anti-féministe non plus, hein, mais on n'est pas sur cette thématique-là. Non, en fait, c'est une étudiante qui s'appelle Samantha. Et là, je me rappelle du prénom aussi. Cette fois, je me rappelle du prénom, je veux dire. Samantha, qui est étudiante... alors, je sais pas qu'elle est étudiante en art. Elle est étudiante, mais elle fait une option art, en fait, un truc comme ça. Bref, elle a un cours d'art, de peinture, de création, je sais pas trop exactement ce que c'est, en fait. Bref, et dans ce cours, il y a 4 filles, en dehors d'elle, hein, qui sont assez bizarres à ses yeux. Elles sont toutes
elles font toutes très poupées, peut-être poupées un peu gothiques parfois, enfin voilà, un peu particulière, un peu poupée de porcelaine, mais voilà, elles ont toutes un peu un look chelou, et elles s'appellent toutes Lapin. Oh, comment ça va, Lapin? Alors c'est Bunny hein, en version originale, mais comment ça va, Lapin? Enfin, je dis version originale, en fait, je sais pas quelle est... Mona Awad, je sais pas si elle est québécoise. Je pense qu'elle est québécoise, mais je sais pas si elle a d'abord écrit son livre en anglais et ensuite traduit en français, ou inversement, j'en ai pas la moindre idée en vrai. Mais bref, en tout cas, voilà, elle s'appelle Toute Lapin. Et du coup, Samantha, elle trouve ça, elle est d'expression anglaise. D'accord, merci Karine pour la précision. Donc d'abord, le livre, il a été écrit en anglais et ensuite traduit en français, quoi. Oui, mais oui, je suis con, c'est marqué en plus traduction. J'avais pas vu, pardon. Oui, donc c'est logique. Et donc Samantha, elle les trouve absolument insupportables, ces filles, mais vraiment, elle peut pas les blairer. Et du coup, donc Samantha, elle a une meilleure amie, dont j'ai oublié le prénom. Iris? Je sais plus. Bref, elle a une meilleure amie, et avec sa meilleure amie, en fait, elles aiment bien se moquer d'elle et tout ça. Mais un jour, donc il faut savoir que ces filles-là sont assez bourgeoises, enfin voilà, tu sens que là où Samantha, elle est plutôt d'une classe moyenne basse, quoi, on va dire, elles sont assez, elles sont plus qu'aisées, quoi. Et un jour, elle va recevoir une invitation de la part de ses filles en mode bon, on veut que tu viennes à nos soirées. Alors, elles font des soirées un peu chelou, machin, voilà. On veut que tu viennes. Voilà, mais genre, c'est VIP en fait. Voilà, invitation vraiment VIP. Et au début, elle se dit bah non, je vais pas y aller. Je les aime pas, je les déteste, ces filles et tout ça. Mais en même temps, elle est titillée parce qu'elle a envie de savoir ce qui se passe dans ces soirées. Elle veut savoir. Et donc, bah, finalement, elle va y aller et elle était pas au... et elle est... enfin voilà, elle s'attendait pas à ça et moi non plus. Et donc, on bascule vraiment dans un roman très bah, plutôt horrifique en fait, hein. On est dans un roman très gothique, horreur. Euh, Ah, je sais pas. Il est assez difficile à classer, mais oui, horreur fantastique, gothique. Voilà, c'est vraiment ça. Et. Ah, c'était très chelou, mais. C'était hyper chelou, mais qu'est-ce que c'était marquant. Et en fait, j'ai adoré son écriture à Mona Awad. Je sais pas. Parce que même si c'est des étudiantes, ça fait pas du tout young adulte, hein, pas du tout, du tout. Et je m'attendais tellement pas à. Ah ça, c'est tellement original. Voilà, je peux rien vous dire parce que je peux rien vous dire. Moi, j'ai aimé ne rien savoir en fait. Donc du coup, c'est intéressant. Mais franchement, c'était bien, hein. Vraiment, je l'ai bouffé, hein. Il est pas très long, je l'ai bouffé. Et je regrette pas. Et je me dis que c'était une lecture très marquante. Je sais, j'arrive pas à savoir s'il y a un message à tirer de ce livre en fait, mais toujours est-il que ça fait partie des livres où juste on se laisse porter par le style en fait, par l'écriture et par ce qui se passe. Et voilà. Je sais pas s'il existe en audio. Je sais pas s'il existe en audio, peut-être. Après, en audio, t'auras l'accent québécois, mais moi j'adore personnellement. J'écoute des fois des Patrick Sénécal aussi. C'est cool. Ça rend trop bien. Et là, bah ouais, ça rendait bien aussi. Mais voilà. En tout cas, ouais, je vous invite à tester. Voilà, je peux. Ah, c'est vrai, il est en audio. Ah bah voilà. Mais franchement, je, je trouve que ça valait le coup. Je trouve que ça valait le coup. Voilà. Bref. C'était très bien. Ensuite. Ah ouais, il est sur Audible. Bah mince alors. Bon voilà. Bah, j'aurais pu l'écouter en audio aussi. Ensuite, j'ai lu Songe à la douceur de Clémentine Beauvais, qui m'avait été chaudement recommandé, notamment par Julia. Je me souviens. Et puis bon, moi sachant que déjà de base, je suis une fan de Clémentine Beauvais. Bisous Nelly, bonne nuit, merci d'être passée. Je suis une fan de cette autrice. Voilà, j'adore tout ce que me présente cette autrice. C'est du bonbon pour moi à chaque fois. C'est du petit lait.
L'écriture est merveilleuse, c'est drôle, enfin voilà, j'adore. C'est féministe évidemment, voilà. J'adore, et donc voilà, c'était avec un grand plaisir. Alors celui-là, je l'ai écouté en audio pour le coup, et ça s'y prêtait bien parce que du coup, il y avait, bah oui, parce qu'en fait, je rappelle que, enfin, je rappelle ou je vous informe que c'est un livre qui est écrit en vers, non, en vers, oui, oui, c'est ça, oui, c'est écrit en vers. Mais cela dit, je trouve que ça se ressentait pas tant que ça. Alors, je sais pas si la lectrice, lisait vraiment comme si c'était pas de la poésie, donc tu percevais qu'il y avait des rimes en fait, mais elle lisait pas comme si c'était un poème. Et quelque part, c'est pas plus mal, parce que ça permettait peut-être plus de rentrer dans l'histoire. Donc, franchement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la version audio. C'était très bien lu. Et donc, ça raconte l'histoire. Alors, c'est Tatiana. Vous savez que j'ai même pas mis mes anti-sèches depuis tard. Merde, j'avais dit que je dirais rien sur YouTube, mais j'ai des anti-sèches, mais je les ai pas utilisées encore. Mais là, même de mémoire, je me souviens que c'est Tatiana et Eugène. Je crois que c'est Eugène. Tatiana et Eugène qui se sont rencontrés quand ils étaient ados. Elle avait 14 ans et lui 17. En fait, le meilleur ami de Eugène sortait avec la grande sœur de Tatiana. Et du coup, Tatiana et Eugène ont été amenés à se rencontrer et en fait, ils sont tombés amoureux. Mais l'histoire a fait qu'ils ont été séparés, voilà. Et ils vont se retrouver, c'est quoi, 10 ans après? Je crois. 10 ans, 20 ans, ouais. Anti-sèche, ouais, parce que j'ai lu il y a longtemps. Est-ce qu'ils le disent? Non, 10 ans, ouais, non, c'est bien ça. Donc, 10 ans après, ils vont se retrouver par hasard. Et en fait, bon, bah voilà, l'autrice va nous raconter comment ils se sont rencontrés et qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'ils se sont retrouvés, etc. Donc, on est là, pour le coup, on est dans une romance, ce qui n'était pas le cas dans Brexit Romance. Là, on est dans une romance, mais c'est très beau, c'est très bien écrit, il y a beaucoup d'humour, etc. Après, pourquoi il n'est pas plus haut dans mon classement? Ça sera pas mon Clémentine Beauvais préféré. Il n'a pas fait ressortir des choses en moi comme les autres Clémentine Beauvais, en fait. Parce que, bon, déjà, ça manquait un peu de féminisme. J'étais habituée au féminisme de Clémentine Beauvais. Et là, ça manquait un petit peu. Et je trouvais que l'histoire... Là, ce qui finalement fait la beauté du livre, c'est vraiment l'écriture de Clémentine Beauvais. Mais sans ça, l'histoire, elle est très, très banale. Vraiment. Vraiment, vraiment. Mais c'est très beau et c'est très agréable. Et c'était très agréable à écouter. Donc, j'ai quand même pris du plaisir. Mais j'avoue que voilà, ça me restera pas plus que ça par rapport à d'autres Clémentine Beauvais que j'ai surkiffé. Voilà. Pour la précision, oui, j'avais oublié, c'est une réécriture, c'est peut-être pour ça aussi que ça l'a moins fait. C'est une réécriture de Pouchkine, en fait, de Eugène Onégine. Voilà. Qui a été aussi un opéra de Tchaïkovski. Mais du coup, voilà, je connaissais pas l'œuvre originale, donc peut-être que c'est pour ça aussi. Quand t'as pas la ref en général, c'est toujours plus compliqué en fait. Je trouve, hein, je trouve. Ah, coucou Natacha. Ah, ouais, Les Petites Reines, il est excellent, ouais. Et encore, c'est pas mon préféré, hein. Mais j'ai adoré Les Petites Reines, c'était hyper drôle, c'était hyper empouvoirant, girl power et tout, c'était... ouais. Donc oui, franchement, il faut lire du Clémentine Beauvais. Vraiment, je trouve que cette autrice a un talent fou pour raconter des histoires. Mais vraiment, c'est dingue. Elle a une plume absolument magnifique et drôle, et drôle, mais tout en étant subtile. Et voilà. Mon préféré, ben maintenant, je dirais que mon préféré, c'est Décomposé, qui est aussi une réécriture et qui est aussi en rime, comme Songe à la douceur. Mais il est particulier, celui-ci, quand même. Et pour le coup, il est très féministe. Mais moi, il m'a touché Décomposé, parce que c'est une réécriture du poème La Charogne de Baudelaire.
Et après, sinon, je dirais que c'est Brexit Romance, parce que Brexit Romance, j'ai ri du début à la fin. Qu'est-ce que j'ai ri sur Brexit Romance? Il est beaucoup plus léger que Décomposé, hein. C'est vraiment deux œuvres très différentes. Mais je me suis trop marrée. Après, Brexit Romance, voilà, c'est vraiment... c'est une lecture très légère, mais en même temps, il y a quand même des thématiques... Voilà, il y a quand même des thématiques un peu profondes qui sont abordées. Et voilà. Mais Décomposé, il est sublime. Sublime. Voilà. Ce que je peux dire. Mais j'ai pas fini d'en lire encore, hein. J'en ai d'autres encore à lire. Mais je déguste Clémentine Beauvais. Ensuite, alors, cette fois, c'est une découverte d'une autrice, de Maggie O'Farrell, avec Ayam, Ayam, Ayam. Qui est en fait une autobiographie de l'autrice, hein, clairement. Et alors, bon, j'ai beaucoup aimé, hein, ça, il n'y a pas... Voilà, j'ai adoré son écriture, c'était prenant, j'étais à fond dedans, du début à la fin, aucun souci. Juste, j'ai eu parfois un peu du mal avec son côté très emphatique. Vraiment, j'ai trouvé que c'était parfois très, très exagéré, en fait. Alors, évidemment, elle a vécu des choses horribles, notamment... moi, ce qui m'a le plus touchée dans son histoire, c'est le fait qu'elle ait eu une encéphalite quand elle était petite. Et en fait, ça lui a causé des graves séquelles. Et ça a donné des complications, notamment par rapport à sa grossesse, etc. Et puis aussi pour plein d'autres choses, voilà, sa mobilité qui est réduite, bref. Ça, c'est vraiment la partie, je pense, qui m'a le plus touchée dans son histoire. C'est vraiment ce handicap-là. Parce que bah, déjà, c'est quelque chose que j'avais jamais vu ailleurs. Voilà, je connaissais pas ce type de handicap. Donc du coup, bah, moi enfin, j'allais dire, j'adore apprendre des choses. C'est un peu horrible quand on parle là d'une maladie de quelqu'un. Mais je veux dire, voilà, j'apprends sur des mots qui existent et que je ne connais pas. Et ça m'intéresse beaucoup. Et voilà, et puis ça me touche la façon dont c'est raconté, etc. Après, par contre, il y avait des fois des trucs. Genre, elle racontait une petite anecdote, un truc pas si grave. Mais elle en fait des caisses à chaque fois. Elle fait des caisses de toutes choses, en fait. Et d'un côté, c'est cool parce que du coup, bah oui, ça fait un suspense, c'est bien écrit et tout ça, t'es à fond dedans. Et après, t'es là, mais à la fin, t'es là. Mais c'était juste ça, en fait. Parce que des fois, en fait, ce qui est drôle, enfin, je sais pas si on peut dire que c'est drôle, mais ce qui est marquant, c'est que elle va parfois imaginer ce qui peut se passer. Et donc le pire, voilà, c'est comme moi, voilà, elle est comme moi, elle imagine le pire. Hein. Bon, je peux pas lui jeter la pierre pour ça, mais du coup, elle va imaginer le pire dans des situations. Et du coup, toi, t'es là, waouh, t'es persuadé que ça va arriver et tout ça, machin. Et en fait, non. Donc en fait, là, tu nous as décrit un truc hyper trigger, machin, pour nous dire que, ben non, en fait, ça s'est pas passé. Bisous, Michel, merci d'être venu. Bisous, bisous, bonne nuit. Et du coup, voilà, c'est le défaut, histoire de ma vie, c'est le défaut que j'ai trouvé à ce livre, en fait, de trop en faire des caisses, des tonnes sur tout ce qu'elle raconte, c'est trop dans l'emphase, c'est trop tout le temps, waouh, j'écris un truc de ouf et tout ça, et en fait non, mais toi t'es là, waouh, calme-toi, t'es trop intense, t'es beaucoup trop intense en fait. Mais bon, après, voilà, je peux pas nier que c'était extrêmement bien écrit et que c'était prenant. Et j'avoue que voilà, je me suis fait avoir du coup par son, par son emphase. Mais voilà, non, c'était très bien. Et du coup, je pense relire cette autrice. Mais justement, j'aimerais peut-être plus lire un roman. Même si, évidemment, sa vie, c'était passionnant. D'ailleurs, bon, voilà, il y a plein de trucs. Il y a des trucs sur lesquels je me suis identifiée, évidemment, en tant que femme. Et... Et voilà, il y a des trucs pour lesquels j'étais en empathie. Et voilà, on apprend beaucoup de choses, c'était très intéressant. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Et donc je relirai cette autrice, évidemment, dont j'ai apprécié l'écriture, même si
c'est trop intense. Mais des fois, je rigolais, en vrai, franchement, je rigolais, alors que c'était pas drôle du tout, mais j'étais là, mais... Arrête! Arrête de te faire des films et d'imaginer les pires trucs. Mais en même temps, d'un côté, je m'identifiais. Parce que je me disais, ouais, mais toi aussi, t'aurais fait ça. Ça se trouve. Donc, bon, voilà. Bref, ensuite. Mais c'était. Franchement, je relirai cette autrice avec plaisir. Alors, on passe à un essai, Les couilles sur la table de Victoire Toyon. Et du coup, je vais pas trop m'étendre dessus parce qu'il ira donc, dans mon top des essais féministes que je vais tourner là jeudi. Mais en fait, voilà, il s'agit d'un livre adapté, on va dire, du podcast du même nom, du podcast éponyme de Victoire Toyon, puisqu'elle a fait un podcast en fait sur la masculinité. Voilà, on est clairement là-dedans. Qu'est-ce qu'être un homme, qu'est-ce qu'être viril, qu'est-ce que le masculin, pourquoi... pourquoi est-ce qu'il y a tous ces... Comment dire? Pourquoi les garçons sont éduqués comme ça et pourquoi les filles sont éduquées comme ça, etc. Bref, voilà, il y a voilà, pourquoi il y a une domination masculine, pourquoi le patriarcat, évidemment, hein, voilà, les bases. Mais voilà, ça tourne vraiment autour de la masculinité. Et c'était vraiment extrêmement intéressant. C'est un livre qui m'avait été offert par Séverine, ça, tiens. C'est vrai? Ah bah tiens, Stéphane, je pense que... je pense que j'apprécierais la personne qui te l'a offert. Je pense qu'elle avait des idées derrière la tête. Tiens, lis ça. Tu vas apprendre des choses. Ah oui, non mais clairement. Clairement. Lis-le, Stéphane. N'hésite pas, tu vas apprendre des choses. Ah mince, Pauline. Mais voilà, en tout cas, voilà, j'en parlerai mieux quand je parlerai des essais, mais c'était un excellent essai. Ça fait partie, moi ce que j'aime bien, et du coup j'en parlerai aussi quand je ferai ce top des essais, j'aime bien lire des essais sur une thématique en particulier en fait. Voilà. Et du coup, il y en aura d'autres. Il y a plein, mine de rien, dans le féminisme, il y a beaucoup de thématiques. Voilà, là c'est la masculinité. Et d'ailleurs, je suis en train justement d'écouter un autre livre qui, si j'arrive à le finir d'ici jeudi, sera certainement aussi dans mon top, qui est Le mythe de la virilité d'Olivia Gazalet, et qui lui aussi parle de la masculinité, mais de façon différente en fait, parce qu'on est plus sur l'histoire de la masculinité, de la virilité, etc. Alors que là, on est plus sur un constat d'aujourd'hui, en fait. C'est deux choses assez différentes, mais c'est tout aussi intéressant. Oui, elle a aussi écrit Le cœur sur la table, après, ou effectivement, sur la relation amoureuse, en fait. Voilà. Féminisme et relations amoureuses, clairement. Donc voilà pour celui-ci. Pareil pour celui-là, Femme, race et classe d'Angela Davis aussi, je reviendrai dessus. Alors là, pour le coup, c'est vraiment un classique. Ça fait partie des livres que j'aurais dû lire depuis longtemps. C'est un classique des essais féministes qui est sorti en 1981, quand même un an avant ma naissance, et qui est un des tout premiers livres à parler de féminisme intersectionnel, c'est-à-dire le fait de mêler, de faire converger les luttes en fait. C'est-à-dire que le féminisme ne doit pas aller sans l'antiracisme, sans la lutte pour la communauté LGBT, etc. Voilà. Toutes ces oppressions en fait doivent se combattre ensemble et pas séparément. Voilà. Quand vous voyez des nanas dire bon, moi je suis féministe, mais par contre les trans c'est problématique, les femmes trans c'est pas des femmes, etc. Bon, c'est pas une féministe quoi. Enfin voilà. Du coup, donc Angela Davis va nous faire tout un petit historique sur. Alors, c'est assez américano-centré, on va pas se mentir. C'est un peu logique en même temps. Hein, c'est une afro-américaine. Mais on a pas mal d'histoires sur, voilà, notamment l'esclavage,
comment la lutte pour le droit des personnes de la communauté noire s'est mêlée à la lutte pour les droits des femmes, en fait. Et parfois même c'est opposé, c'est extrêmement intéressant. Mais voilà, pareil, je vous en parlerai un peu plus dans mon top. Ensuite, j'ai lu Maïkan, enfin ensuite, c'est pas dans l'ordre chronologique, hein. J'ai lu Maïkan de Michel Jean, qui est un auteur québécois, et donc dans Maïkan, on va parler de la situation du peuple autochtone du Canada. Et c'était extrêmement prenant, j'ai vraiment adoré cette lecture, vraiment, vraiment. Donc en fait, on est sur deux temporalités. On est donc tout d'abord dans les années 30 où il va se passer en fait j'allais dire une épuration, c'est pas une épuration là pour le coup, c'est pas un génocide, on va enlever les enfants autochtones de leur famille pour les mettre dans des pensionnats dans le but officiellement de les éduquer pour qu'ils deviennent de bons chrétiens, voilà. Sauf que en fait, vous devinez que ces pensionnats, c'était horrible pour eux, évidemment. Ce n'était que maltraitance, viol, etc. Voilà. Et donc, Michel Jean va nous raconter cette histoire. C'était une histoire vraie. Hein. Alors là, évidemment, les personnages sont fictifs, mais totalement inspirés d'histoires vraies, puisque ces pensionnats ont réellement existé. Pas qu'au Canada, d'ailleurs, aux États-Unis également. Hein. Et en parallèle, on va être en 2013, où on va suivre donc une avocate qui, en fait, s'est mis en tête de retrouver tous les survivants de ces pensionnats afin de les aider à obtenir le dédommagement auquel ils ont droit, en fait, parce que le gouvernement a décidé donc de dédommager tous les survivants de ces pensionnats, voilà, de s'excuser publiquement pour ce qu'ils ont fait à l'époque. Hein. Et donc, voilà, elle va se mettre en quête des derniers survivants. Et évidemment, il s'agit de nos personnages qu'on va suivre dans les années 30, vous l'aurez compris. Voilà, donc on va comprendre qu'est-ce qu'ils sont devenus, pourquoi ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, et voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Et ben, franchement, c'était une lecture très dure, on va pas se mentir, mais pas putassière. Pas putassière parce que je trouve au contraire que Michel Jean a conté les choses avec une certaine pudeur, mais sans non plus nous épargner quand même, ben oui, parce qu'il faut dire ce qui est, voilà, il fallait dire ce qu'il en était, et malheureusement, ben, c'était comme ça que ça se passait dans ces pensionnats, et oui, c'était très dur, mais c'était passionnant, et voilà, voilà, vous le savez, moi je m'intéresse beaucoup au fait d'apprendre sur d'autres cultures, etc. Et voilà, et même si nous, on n'est pas concernés, j'allais dire malheureusement, ou heureusement, je sais pas, mais après c'est nous hein, qui sommes allés là-bas, hein, j'ai envie de dire, donc voilà, mais nous, on n'est pas concernés par le peuple autochtone, etc. Mais n'empêche que on est concernés aussi parce que ce sont nos ancêtres qui ont provoqué ça, hein, on va pas se mentir, voilà. Et là, en plus, oui, c'était... Là, en l'occurrence, au Québec, c'était des Français, hein, donc... Ouais, bah moi, j'en lirai d'autres. Son dernier, là... Alors, Coucoum, je sais pas pourquoi, je sais plus la thématique, mais la thématique me hypait pas trop. Par contre, son dernier, il m'intéressait, mais j'ai plus le titre. Il m'intéressait pas mal. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai lu Châtiment de Percival Everett, qui a été une excellente lecture également. Donc là, on est aux États-Unis et en fait, il va y avoir des meurtres, mais des meurtres assez particuliers. C'est-à-dire que... Non, je crois pas que ce soit ça, Karine. C'est-à-dire qu'en fait, donc, ce sont des hommes blancs qui vont être tués. Mais à chaque fois, on va découvrir à côté de leur corps un autre cadavre qui est le cadavre d'un noir.
Mais le truc, c'est que à chaque fois, on retrouve ce même cadavre. Genre il disparaît de la morgue et on le retrouve. Enfin bon, voilà, c'est assez. Il y a beaucoup d'humour noir dans ce livre, en fait. Voilà, c'est un peu un sketch là-dessus. En plus, sur le fait que les shérifs blancs soient complètement cons, quoi. Pardon, mais voilà. Et du coup, en fait, on va dépêcher deux gars du FBI. Ouais, c'est ça, hein. Je sais plus, il me semble. Euh, qui vont se pointer. Du FBI, oui, je crois que c'est du FBI. Qui vont se pointer. Et évidemment, c'est deux flics noirs. Qui vont arriver dans cette ville qui est totalement raciste. On va pas se mentir, voilà, c'est vraiment. Ils n'ont pas de problème à utiliser le N-word à toutes les sauces. Et du coup, bah ouais, ça va être très rigolo parce que bon, eux, ils prennent les choses un peu avec humour et du coup, voilà, ils vont sortir un peu des punchlines bien senties aussi. C'était très drôle. L'enquête, il y a vraiment un fond, voilà, donc on va vite comprendre qu'il y a un rapport, j'en dis pas plus, mais qu'il y a un rapport avec le lynchage d'Emmett Till qui a réellement eu lieu, hein, voilà, c'est une histoire vraie d'un gamin qui a été lynché parce que il a... Alors, je sais plus la version exacte parce que la version qu'il y a dans ce roman est pas forcément la même que celle que j'ai pu lire, mais en gros, qui aurait un peu fait du gringue à une femme blanche et qui aurait été lynchée pour ça, injustement évidemment. Mais voilà, en tout cas, il y a un rapport avec cette affaire. Et donc, on va avoir un petit historique aussi, bah, notamment sur le lynchage aux États-Unis. Et enfin voilà, c'est pas une histoire de sourire. Si, je crois qu'il lui a souri, mais en fait, les versions divergent un peu, donc on sait pas trop, mais toujours est-il, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il a rien fait de répréhensible en soi, pas assez en tout cas pour être lynché, quoi, évidemment. Mais voilà. Du coup, c'était franchement, c'était vraiment hyper agréable. C'était très bien écrit et du coup, bah, j'ai acheté récemment un autre livre de Percival Everett que je lirai avec plaisir parce que vraiment j'ai adoré. Alors c'est un auteur noir, hein, on est sur du On Voices, hein, ce qu'on appelle du On Voices. Il parle finalement de l'histoire de son propre peuple. On parle du Ku Klux Klan, etc. Enfin voilà, ou du moins d'une organisation qui ressemble un peu au Ku Klux Klan. C'était passionnant et c'était drôle et ça fait du bien aussi, bah, finalement de rire un peu de choses graves, mais voilà, parce que c'est lui, il est concerné, donc il peut se permettre de faire de l'humour là-dessus. Mais c'était vraiment très bien. Voilà pour celui-ci. Euh... J'ai lu alors un autre essai, pareil, que je mettrai aussi dans mon top. Ouais, j'ai fait j'ai fait une petite session rattrapage, entre guillemets, c'était Mars au féminin, donc je me suis lu quelques essais. Mais c'est bien parce que c'était que des bons essais, donc tant mieux. Le principe du Kumshot de Lily Boisvert qui m'avait été offert par la gentille Camille Camisole, qui n'est pas là d'ailleurs, je suis triste. Ma chère Camisole qui m'a offert donc ce livre et en plus voilà elle me l'a offert pile au moment et j'ai dit bah écoute vas-y hein, je le lis de suite pas de souci. Donc dans le principe du Kumshot en fait l'autrice va nous parler de sexualité hétéro, voilà je le précise, et c'est une québécoise tout à fait hey, putain, c'est vrai que dans ce bilan lecture, on a quand même 3 auteurices québécoises. un Québécois et 2 Québécoises. Voilà. je dis ça, je dis rien. On peut pas dire que je lis pas des auteurs, des auteurs et autrices québécoises. Mais en fait, ouais, parce que ce qui s'est passé, c'est que Camille, elle a lu ce livre, elle l'a chroniqué sur son Insta.
Ah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des noms comme ça. Elle a chroniqué sur son Insta. Moi, j'ai vu sa chronique. J'ai fait, mais ça, attends, mais ça me donne trop envie. Et bon, j'avais jamais entendu parler de ce livre, sans doute parce que c'est québécois, justement, hein. C'est vrai que voilà, moi, je suis pas mal de féministes françaises, donc j'entends parler soit des livres français, soit des classiques américains, tout ça. Là, en l'occurrence, une autrice québécoise, j'en avais jamais entendu parler. Et du coup, j'ai fait, ah, mais ça m'intéresse trop et tout. Et du coup, elle me l'a offert. Et je savais pas que c'était québécois. Et en fait, c'est en lisant, j'ai ah oui, elle emploie quelques expressions, on comprend vite que c'est québécois. Mais bon, mais justement, c'était vachement intéressant pour ça aussi, parce que du coup, il y avait des expressions qui étaient propres au Québec, et c'était sympa. Son Insta, Camille, c'est Camisole. Camisole avec un numéro derrière. Attendez que je retrouve, parce que je sais plus le numéro. Alors, Camisole avec un Y, hein, Camisole. Ah non, il n'y a pas de numéro, c'est juste un... C'est comme ça, attendez, je vais vous l'écrire. Hop, Camisole. Voilà. Il me dit pas de correspondance, ben oui, normal. C'est pas un pseudo. Je peux l'envoyer ou pas? Voilà. Voilà, c'est son Insta. Je sais pas pourquoi dans ma tête il y avait un numéro, mais pas du tout. Bref, et donc, ouais, voilà, elle va nous parler de sexualité. Et en fait, pourquoi ça s'appelle le principe du cum shot? Juste. Parce que, en fait, elle, métaphoriquement, le fait, parce que le cum shot, c'est l'éjaculation, en fait, hein, voilà. L'éjaculation masculine qui se fait souvent sur la femme, soit dans la femme, soit sur la femme, on va pas se mentir, est pour elle une métaphore de la domination masculine, en fait. Et du coup, elle va baser toute... Voilà, donc elle ne va pas parler que de sexualité, mais elle va partir de la sexualité pour, en fait, parler de la domination masculine, du patriarcat, etc. Et c'est extrêmement intéressant, extrêmement bien écrit, très sourcé, très documenté, etc. Franchement, j'ai vraiment adoré cet essai, mais pareil, je vous en parlerai mieux dans mon top. Voilà, je vais pas répéter les mêmes choses. Donc voilà. Ah, il est dispo aussi en audio. Ah, bah, Karine, mais toi, dès que je vais avoir un livre québécois, dès que je vais vouloir lire un livre québécois, je vais te demander s'il est dispo en audio. Mais voilà, en tout cas, j'ai adoré. Voilà. Et enfin, dernière lecture, c'est bien comme ça, je peux en finir à 10h. Babel. Bah, c'est mon coup de cœur, hein. C'est mon coup de cœur. Bah, c'était ma lecture, non, une de mes lectures préférées. J'ai mis quoi? J'ai mis comment mon top 3? Je sais plus. De février. Ma meuf va regarder son Insta. Ah non, j'ai mis en premier, ouais, mais parce que je l'ai chroniqué, je l'avais déjà chroniqué. L'autre moitié du soleil, ouais, de Chimamanda Ngozi Adichie. Et j'ai mis celui-ci en deuxième. Mais vraiment, j'ai adoré ce roman. Et c'est fou parce qu'il y a des romans comme ça, tu te dis, c'est obligé que j'aime. Alors, des fois, ça marche pas, hein. Par exemple, pour Une maman parfaite. Mais voilà, c'est obligé que j'aime. Mais là, quand je voyais les chroniques, parce qu'Une maman parfaite, j'avais pas vu de chronique. Là, quand je voyais les chroniques des copines, etc., quand je voyais de quoi ça parlait, l'autrice, des combats de l'autrice, tout ça, je me disais, franchement, il y a quand même très peu de chances que ça me plaise pas. Le seul risque aurait été sur le style d'écriture, éventuellement. Voilà. Mais sinon, ouais, vous êtes d'accord les filles, hein. Mais qu'est-ce qu'il était fabuleux ce livre, c'était tellement épique, c'était tellement... voilà, donc en fait, dans cette histoire, on est à l'époque victorienne, mais dans une Londres un petit peu fantastique, puisque on est à Oxford, donc la grande université londonienne, mais à Oxford, il y a un bâtiment spécial qui s'appelle Babel, où on y apprend, on va dire, l'art de la traduction, mais aussi un art qui est magique, qui s'appelle l'argentogravure. Ouais, c'est un parpaing tout à fait Pauline, mais alors, moi, je peux... Alors, parole de meuf qui n'aime pas les pavés, je t'avoue, franchement, j'ai vraiment beaucoup de mal avec les pavés.
mais il y a des pavés qui se lisent tout seuls, et celui-là, alors, c'est pas qu'il se lit tout seul, je t'avoue que j'ai eu une méthode, pardon, du coup je coupe dans le, dans le synopsis, je reviens après, mais j'ai une méthode, j'ai une méthode particulière que j'ai appliquée sur ce livre-là et qui a très bien marché, c'est de lire un chapitre par jour. Voilà. Parce que comme c'est pas un page turner, on va pas se mentir, il y a des pavés que je lis d'un coup parce que c'est des page turners. Celui-là, c'est pas un page turner, mais lire un chapitre par jour, ça m'a permis de le déguster. Et du coup, ça l'a bien fait, quoi. Vraiment, parce que c'est quand même une longue aventure. Et voilà. Et du coup, t'inquiète. Et du coup, donc je reviens au synopsis, voilà, Babel. Et donc, on y apprend l'art de l'argentogravure, qui est une forme de magie où, en fait, en mettant, donc il y a des barres d'argent, en fait, et en y gravant des mots dessus, on peut leur donner des pouvoirs. Mais pour ça, il faut que les mots aient une signification commune, une étymologie commune, très précisément. C'est un livre qui parle beaucoup de l'étymologie. Moi, je suis très très fan d'étymologie. C'est un truc vraiment qui me suit depuis que j'ai fait du latin au collège. J'ai adoré faire du latin parce que j'adorais apprendre l'étymologie des mots. Et c'est un truc que j'adore toujours aujourd'hui. Et du coup, c'était un bonheur pour moi de lire ce livre, en partie, pour plein d'autres choses aussi, mais en partie parce que ça parle beaucoup d'étymologie. En effet, donc là, pour manier l'art de l'argentogravure, il faut connaître l'étymologie des mots, il faut mettre deux mots qui ont la même étymologie, mais pas la même signification, et du coup, ça combine les pouvoirs. Franchement, pour que j'ai compris tout ça, c'est que j'étais bien à fond dans le livre, hein, parce que moi, des fois, je suis un peu con, je comprends pas les choses. Mais voilà, du coup, pour que ça combine les significations des mots, et ça crée un pouvoir à part entière. Voilà. Et donc, quand je dis un pouvoir, c'est vraiment magique. Hein, c'est-à-dire, par exemple, je sais pas moi, faire exploser quelque chose, faire rouler une voiture, ce genre de choses. Bref. Et du coup, déjà, voilà, ce système-là était... non, t'inquiète. Non, franchement, je te dis, si moi j'ai compris, n'importe qui peut comprendre. C'est bon. Non, franchement, c'est très bien expliqué. Il n'y a vraiment pas besoin d'être un grand érudit pour lire Babel. Après, évidemment qu'il y a des choses un peu complexes, mais en même temps, tant mieux aussi, parce qu'on ne veut pas être pris pour des cons non plus. Il n'en est pas là. Moi, j'avais pas envie de lire un truc banal non plus. Donc, non, franchement... Et donc voilà, cette idée, moi j'ai trouvé cette idée absolument géniale, déjà, voilà, très originale, très très originale, parce que c'est pas juste faire de la magie, c'est pas juste, bon bah j'ai une baguette magique, je lance un sort, non, il y a tout un travail qui est fait dessus, tout un travail d'imaginer des mots avec la même étymologie, etc., machin, enfin d'imaginer, de trouver plutôt, c'est pas... mais c'est des mots qui existent. Mais voilà, et du coup, tu apprends des mots de diverses langues, etc. C'était passionnant. Et puis, bon, bien sûr, il y a une histoire quand même derrière. Il n'y a pas juste ça. C'est qu'on va suivre donc Robin. Rien que de raconter le pitch, déjà, ça prend tout. Ça fait une chronique immense. Euh, franchement, j'ai eu du mal à pas faire plus long sur Instagram. C'était compliqué. Donc, on suit Robin, qui n'est pas son vrai prénom d'ailleurs. C'est un jeune garçon, enfin un enfant au départ d'ailleurs, chinois, dont la mère va mourir du choléra et qui va être recueilli par un homme anglais qui est venu en Chine en fait, qui va le recruter et va lui dire ben voilà, j'ai besoin de toi pour m'aider en gros, bah, pour le chinois, pour apprendre le chinois. Il lui dit pas ça comme ça, hein, mais bon, bref, grossièrement. Voilà, et donc, voilà, comme il est orphelin, bon, bah, il n'a pas trop le choix, hein, donc il va embarquer, évidemment, et on va lui dire, regarde, on va te donner la possibilité d'étudier à Oxford, si ça, c'est pas la classe, quand même, ce qui est un peu la classe aussi, on va pas se mentir. Et Robin, donc on va lui dire, choisis ton nom, et il va choisir de s'appeler Robin Swift. Pourquoi Robin, je sais plus, mais Swift, parce que c'est l'auteur des Voyages de Gulliver, et qu'il avait aimé ce livre. Et donc, on va suivre Robin avec son arrivée à Oxford. Il va rencontrer d'autres étudiants, dont certains vont devenir ses amis. Donc on va suivre surtout un quatuor, donc Robin qui est le héros,
mais aussi Rami, qui est un jeune homme indien, euh, Victoria, qui est une jeune femme créole, alors je crois qu'elle est haïtienne, et Laetitia, si on aimait Letty, qui est une jeune fille anglaise blanche. Voilà. Mais du coup, ce qui est bien, c'est qu'avec ce quatuor de personnages, on va être confronté à toutes les thématiques qui vont avec. Alors le sexisme, le racisme, tout ça, c'était vraiment passionnant parce que bon, on est à Oxford sous l'ère victorienne, je rappelle. Il va y avoir plein de trucs intéressants autour de ça. Et puis les amitiés, les amours. Alors, je précise qu'il n'y a pas vraiment de romance dans cette histoire. Ce qui change un petit peu, on va pas se mentir, mais il y a quand même des petits trucs intéressants autour de ça. Et voilà, donc oui, j'ai adoré suivre ces personnages. Voilà, Letty qui est vraiment une Hermione Granger en puissance, on va pas se mentir. Voilà, donc et puis quoi dire de plus aussi? Ah oui, bah oui, bien sûr, évidemment, peut-être le principal sujet du livre, c'est que en fait, ce qui va se passer, c'est que Robin, donc il arrive à Oxford, c'est bien joli tout ça, mais il va vite se rendre compte que on se sert un petit peu des étudiants étrangers pour servir l'Angleterre, puisque l'argentogravure va être aussi un enjeu de pouvoir géopolitique. Voilà. Alors l'Angleterre n'est pas le seul pays à manier l'argentogravure, mais il est celui qui a le plus de moyens pour en faire quelque chose de puissant. Et les moyens, ça passe aussi par... j'allais dire la masse salariale. Non, ils sont pas salariés, mais vous voyez ce que je veux dire. Par, voilà, comment on appelle ça? La main d'œuvre. Voilà, on va dire ça, la main d'œuvre. Et faut que j'arrête avec Marx. Hein. Et du coup, voilà, on va avoir tout un message autour de, déjà du pouvoir blanc, clairement, et du coup de la colonisation. Voilà, parce que clairement, déjà au travers du personnage de Rami qui est indien, on rappelle que l'Inde est une ancienne colonie britannique. Et puis, même les rapports entre l'Angleterre et la Chine aussi, voilà, il y a vraiment un rapport de... Alors les deux se traitent mutuellement de sous-peuple, hein, vraiment, mais c'était passionnant là-dessus, vraiment aussi, tout cet enjeu, en fait, autour de ça, de cet enjeu géopolitique. Et pareil, encore une fois, ça a l'air compliqué, dit comme ça, là, on parle de mots, on parle de politique, etc., mais c'est raconté de façon absolument prenante et fluide et agréable et épique aussi. Et voilà. Et on n'a pas le temps de souffler, en fait. Hein. Vraiment, ce livre est un bijou. Voilà, je suis tellement heureuse de l'avoir lu. Alors en plus, j'avais acheté le coffret collector. J'ai toujours, d'ailleurs, il trône en bonne place sur une de mes étagères, sur une de mes bibliothèques, je veux dire. Mais je l'avais demandé en service presse à NetGalley pour pouvoir le lire sur ma liseuse parce que flemme de lire ce pavé géant là comme ça, c'était trop lourd. Bonne soirée Stéphane, merci d'être passé. C'était trop lourd et puis j'avais pas envie de l'abîmer en plus. Oui, je sais, c'est un peu con d'acheter un livre pour pas le lire, vous allez me dire. Mais voilà, en tout cas, voilà, vraiment, ça sera certainement un de mes coups de cœur de l'année, quoi. Ouais, même stratégie, ouais, voilà. tant qu'à faire. Hein. Après, la mise en page de NetGalley était un peu relou, mais bon, ça m'a pas trop gêné non plus. Je m'y suis vite faite. Et voilà. Mais un chapitre par jour, franchement, c'était un bon deal. Maintenant, je ferai ça si j'ai d'autres pavés à lire comme ça. C'est bien. Donc voilà, écoutez, j'ai terminé avec... j'ai quand même réussi à aller assez vite. Bon, il faut dire que je me suis pas éternisée sur les essais parce que je vais en parler plus tard. Donc du coup, pour 14 livres, j'ai quand même été assez rapide.
D'habitude, j'aurais mis 2 heures. Sur ce, je vais laisser YouTube. Prochaine vidéo YouTube, ça sera donc le fameux, j'arrête pas d'en parler, le fameux top des essais féministes. En même temps, j'arrête pas d'en parler parce qu'on me l'a souvent réclamé et que je devais le faire il y a 2 semaines et que je l'ai pas fait. Voilà. Donc il arrive jeudi. Du coup sur YouTube, il sera posté, je pense, ce week-end. Voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Ciao.